Et voilà, alors tout devrait fonctionner. On est dans les temps aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Je me présente Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de discuter avec Quentin d'Aspremont. Quentin qui a la chaîne et le site internet, le regroupement Ludo Social. Donc, c'est pas la première fois qu'on collabore ensemble. On fait de temps en temps, en fait, on a fait plusieurs épisodes d'une série qui s'appelle Meta Players. Meta Player, en fait, qui est basée sur nos expériences en tant qu'intervenants et on fait de l'analyse et de la présentation de jeux de société. Donc, on pourra en parler un peu plus tout à l'heure. Mais ici, aujourd'hui, donc, fière de nous. Merci, merci Savard. Bonjour Dragon Elvish, toujours heureuse de te voir. À date, Dragon Elvish participe à peu près toutes les conférences, donc très impliquée dans Montréal Joue. Donc, je te lance bientôt la parole, Quentin. Ouais. Donc, comme je mentionne ici aujourd'hui, je collabore comme streamer avec Jeux.ca, la superbe équipe de Jeux.ca, et on est les diffuseurs officiels pour Montréal Joue, le festival cette année qui est en virtuel. Comme je mentionnais, aujourd'hui, on va vous parler de jeux de société et de l'adaptation des jeux de société pour l'animation de groupe, notamment dans les bibliothèques et les organismes. Donc, aujourd'hui, spécialiste de justement la thématique, Quentin de Ludo Social. Je te lance la parole. Bien, merci Elsa. Merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Oui, je m'appelle Quentin. Donc, j'ai créé il y a environ, ça fait depuis juillet 2020. Donc, voilà, j'ai créé Ludo Social. Donc, principalement, c'est un site web pour l'instant, parce que vu le confinement, les activités sont limitées. Et donc, sur ce site, j'essaie un peu de valoriser l'approche ludique en l'alliant avec le travail social, parce que je suis travailleur social de formation. Et donc, j'utilise le jeu comme méthodologie. Donc, j'essaye vraiment. Donc, il faut voir le jeu, pas uniquement le jeu de société, c'est vraiment le jeu au sens le plus large du terme. Donc, ça peut regrouper effectivement du jeu de rôle grandeur nature, du jeu de rôle papier. Voilà, c'est vraiment même des fois du jeu vidéo. Donc, j'essaye vraiment d'avoir cette multi-approche ludique-là. Et voilà, pourquoi je me suis intéressé à tout ça, je crois que les gens vont être d'accord avec moi et tout, c'est qu'il y a derrière le jeu quelque chose de très motivant, il y a vraiment un pouvoir, on va dire, du jeu, qui est limite magique, parce que ça apporte beaucoup en termes de motivation, en termes de plaisir, du coup, de bien-être, en termes en termes pédagogiques aussi, on apprend des choses via le jeu. Et aussi, simplement en termes de relations sociales. Ici, avec cette privation de relations pour l'instant qu'on est en train de vivre, du coup, ça ressort encore plus qu'il y a ce besoin-là et le jeu apporte tout ça. Donc c'est vraiment très, très chouette voilà, que le jeu offre toutes ces opportunités-là. Donc j'essaie de développer ce côté-là, amener tout ça chez les gens. Donc je dis le jeu est très sérieux et il faut juste apprendre à le magnifier, vraiment à reconnaître le sérieux qu'il y a derrière le jeu. Donc voilà, donc effectivement, moi je ne suis pas, à Montréal. Je suis en Belgique, à Bruxelles. Donc voilà, le petit côté un peu horaire décalé. Mais Mais il n'est pas mais trop tard. Je me suis ouais. arrangée pour pas que ce soit minuit de ton côté, là. Exactement. Quoique j'aurais pu le faire, hein, évidemment, les vrais joueurs, et vraies joueuses savent qu'il y a pas l'horaire limite, on ne connaît pas. Parce qu'on se Yeah, fait souvent très porter par le jeu. Donc, je pense que ça a déjà été souvent théorisé et ce côté justement qu'on parlait de comment la motivation, il y a ce fameux flow du jeu qui fait mhm. qu'on perd la notion du temps. Et donc, voilà, on a l'impression qu'il y a 5 minutes qui sont passées. En fait, ça fait 3 heures qu'on est dessus et on se dit: «Ouh là!» C'est ça, c'est ça. On sait que quand on joue, on se prévoit une séance de jeu ou un après-midi de jeu, faut pas se prévoir autre chose. Oui, exactement. Savoir qu'il dit il peut juste être trop tôt de mon point de vue. Et voilà, et voilà. Donc même Mmh. quand on est tôt le matin. Donc Oui,
la notion Mmh. du temps, donc c'est un concept, très, très flexible. Mmh. Oui, c'est ça. Heu je trouve ça intéressant que tu le mentionnes, puis, j'en profiter quand même pour parler de ton site internet, ta Mmh. page Facebook, ta chaîne YouTube également. Ce que je trouve très intéressant avec, Ludo Social, puis je vous invite à aller voir le site internet, en fait, surtout, c'est très intéressant. Il y a plusieurs fiches de présentation puis de description des jeux avec, justement cet aspect-là sérieux du jeu. Donc on reste dans le jeu, c'est l'élément central, c'est le plaisir, mais de voir derrière qu'est-ce que la mécanique, le design du jeu peut nous aider à développer au niveau cognitif, social, relationnel, émotionnel. Et la petite partie ici qu'on va surtout aborder aujourd'hui, qui est l'aspect communautaire, interpersonnel. Donc vraiment l'aspect relationnel ici. Comment est-ce que les jeux peuvent favoriser les relations sociales, les relations parents-enfants, les groupes, justement, et comment, en gardant ça en tête, plusieurs Mmh. organismes, dont les réseaux de bibliothèques, je pense que bon, plusieurs le savent, peuvent utiliser les jeux de société comme outil de communication puis de rassemblement. Oui, c'est ça, comme le code mentionne, effectivement, j'essaie de f des fiches de présentation de jeux et j'essaie de donc c'est surtout des jeux de société pour l'instant et de les analyser sous l'angle qu'on appelle compétences non formelles ou soft skills ou, compétences transversales, ça dépend un peu des sphères dans lesquelles on joue. Mais, c'est ça, pour voir un peu quelles compétences, les jeux peuvent potentiellement faire travailler. Donc, c'est-à-dire avoir ce regard-là sur le jeu pour chercher effectivement à ce que les gens, travaillent ces compétences-là, soit, qu'il y ait une analyse réflexive par rapport à ces compétences-là. Et du coup, ça me permet aussi de faire le lien parce qu'à la fin de chaque fiche, je fais ce qu'on appelle, j'essaie de les classer selon le système ESAR. ESAR, donc ESAR, qui veut dire exercice symbolique, hem, d'assemblage et de règles. Donc c'est 4 grandes catégories de jeux. Et pourquoi je le mentionne? Déjà de un parce qu'il est très populaire au sein des ludothèques. Donc Mhm. c'est utilisé dans plus de 30 pays différents pour classer les jeux dans les ludothèques. Mais également parce que derrière ce projet-là, il y a une certaine Rolande Fillon qui est pas très, très loin de Montréal, en fait. Donc parce qu'elle est québécoise et elle gère notamment une ludothèque qui, est à Sainte-F j'espère que je prononce bien, mais Sainte-Foy, Mhm. hem, donc et qui, notamment, d'où l'intérêt du sujet aujourd'hui, la ludothèque est présente, juste dans le même établissement qu'une bibliothèque. Et donc Mhm. si vous voulez voir, voilà, ceux qui sont au Québec, qui veulent, aller voir un exercice, on va dire pratico-pratique, je vous conseille d'aller de ce côté-là, d'aller voir, c'est un très bel établissement en plus, vraiment très, très beau. Donc pourrez aller voir du côté de ces ludothèques, bibliothèques-là, comment ces 2 univers finalement coexistent. Ce sera très intéressant et donc voilà, Ouais. ça c'est pour la petite, anecdote. Je trouve ça très intéressant que tu Mmh, mentionnes le système de classification SR, mmh, parce que je m'y suis intéressée dernièrement, puis j'ai commencé à faire des recherches parce que je trouvais ça intéressant je l'entendais beaucoup, mais surtout dans les jeux, justement les bibliothèques, les organismes un peu plus communautaires. mmh, Puis j'en ai compris que derrière le système de classification, c'est plusieurs professionnels qui se sont rassemblés, des psychologues, psychoéducateurs, des professionnels de bibliothèque, et qui en sont venus à voir qu'il y avait que les jeux pouvaient être classés selon différents systèmes et que mmh, ces systèmes permettraient de justement de pouvoir mieux répondre aux besoins des gens. Donc, on retrouve ça un peu aussi dans les pubs ludiques ou les boutiques de jeux, des systèmes similaires, mais d'arriver à, au final, cerner, OK, toi, tu veux travailler, je sais pas moi, les habiletés motrices à travers un jeu interactif avec tes enfants. Tu as 4 enfants de tel âge. OK, ben, tel système, exercice moteur va te permettre de travailler de telle manière. Donc, ça rend ça beaucoup plus facile. C'est un système qui permet de reconnaître aussi c'est quoi ses besoins.
Donc, Mmh moi, mh. j'aime plus tel genre de jeu que tel genre, et cetera. Et effectivement, c'est un système qui est intéressant et comme tu l'as mentionné, c'est quand même assez répandu à travers le monde. Donc, c'est un système de classification qui vaut la peine d'être instauré parce que si on voyage à travers le monde, on est capable de se référer à Mmh. différents jeux qui peuvent être accessibles. Donc, c'est très intéressant de ton côté que tu fasses ces fiches de présentation-là et que tu intègres ce système-là. Et l'objectif un peu ici, qu'on soit tous deux rassemblés, puis c'est un peu ce qu'on fait aussi avec notre série Metaplayer, Mmh. c'est qu'on a chacun un peu notre expertise, notre angle de vision sur le jeu. Donc, de ton côté, justement, l'aspect très social, communautaire, l'aspect animation de groupe. Et de mon côté, j'ai l'aspect clinique en psychologie un peu plus individuel. Je prends en considération l'aspect familial et autres. Mmh. Mais on a 2 visions et ça permet d'avoir une bonne analyse et présentation complète des jeux. Donc, ça va être très intéressant aujourd'hui d'aborder le sujet. Euh, Peut-être pour commencer, donc bien sûr, je me suis préparé des petites listes de questions, des Mmh. thématiques à explorer. Pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à discuter avec nous dans le chat, à partager vos expériences, vos impressions. Et surtout, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. On va interagir avec vous, répondre à ces questions. Donc, tout d'abord, la grande question, puis il y a plusieurs personnes qui me disent un jeu, il faut que ça reste le jeu, il faut garder l'intention du concepteur du jeu. Et il y a d'autres personnes qui disent, ouais, mais un jeu, ça peut s'adapter, c'est le joueur qui se le réapproprie. De ton côté, est-ce que tu as l'impression que tous les jeux de société peuvent s'adapter? Alors, de mon point de vue, oui. Tous les jeux peuvent vraiment s'adapter. Il y a voilà, tout dépend si on quel objectif on veut vraiment atteindre, en fait, pourquoi on le fait. Donc, c'est comme je le dis souvent, pour nous, effectivement, joueurs et joueuses, c'est très beau de dire: «Waouh, c'est chouette, on utilise le jeu». Mais il faut quand même garder en tête que le jeu, c'est pas une panacée universelle. C'est pas parce qu'on met du jeu que, hop, je saupoudre du jeu et tout d'un coup, tout va fonctionner, quoi. Non, il faut quand même un minimum d'encadrement, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que plus le jeu va être de qualité, finalement, moins l'encadrement devrait être soutenu. Mhm. C'est ce que je remarque si je prends par exemple un Trivial Poursuite, qui voilà, qui est très connu, beh, c'est un jeu quand même assez basique en termes de questions-réponses et donc je vais devoir, en termes d'encadrement, être très présent, pour en fait essayer de développer l'intérêt qu'il y a derrière ce type de jeu. Parce qu'il est intéressant parce qu'il est très connu, parce Mhm. qu'il est une référence en termes de jeu, qu'il soit bon ou mauvais, ça c'est un jugement, mais en tout cas, voilà, les gens le connaissent, comme le Monopoly. Alors effectivement, beaucoup vont critiquer le Monopoly, mais la vérité, c'est que quand on analyse ce que les gens prennent dans les ludothèques, mais beaucoup de gens continuent à prendre le Monopoly. Donc c'est quand même une réalité qu'il y a derrière qu'il faut prendre en considération. Donc ça, des jeux sont qui pour nous, une fois qu'on connaît vraiment les jeux, voilà, on va se diriger vers quelque chose qui est encore plus qualitatif. Et Mhm. c'est intéressant parce que plus il y a le qualitatif, ben, les jeux vont être porteurs du coup d'eux-mêmes de ce côté interaction, de ce côté plaisir. Parce ils seront vraiment beaucoup plus développés dans ce côté-là. Et ça demande en tout cas moins d'efforts pour l'encadrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une absence d'encadrement. Il faut vraiment être, quand je dis voilà les fiches de jeu, que je fais où je montre les compétences qui sont travaillées, OK, elles vont être travaillées, mais il y a un besoin derrière de débriefing déjà, pour après, mettre en valeur ce qui a été travaillé. Mais il peut avoir aussi simplement, avant que le jeu commence, de dire: «Mais tiens, comment tu souhaites aborder la stratégie? Comment tu souhaites, collaborer avec les autres?» Si c'est un jeu coopératif. Enfin, déjà, on peut déjà, penser à tout ça avant même d'avoir commencé à jouer, pour vraiment tester l'appréhension que les gens pourraient avoir aussi, dire: «Tiens, c'est un jeu compétitif». Voilà, les gens peuvent avoir une appréhension en disant: «Ouais, j'aime pas perdre, du coup, j'ai peut-être pas trop envie d'y jouer, quoi».
Donc, Mmh. valoriser ce qu'il peut avoir derrière les jeux aussi compétitifs. Parce que c'est vrai que voilà, je parle effectivement social, collaboration, et, du coup, c'est vrai on y a cette tendance à se dire, bah ok, j'élimine le compétitif parce que le compétitif, c'est d'office mauvais. En fait, non, il faut vraiment justement avoir ce côté réflexif derrière, de dire, voilà, ça demande juste une approche un peu plus individuelle, ou se dire, ben voilà, moi dans la société, beh, il y aura des moments où je collaborerai, mais il y aura des moments où je serai en compétition malgré moi. Et il faut, bah, du coup, s'armer face à ces situations-là, et le jeu permet de tester cette réalité. Donc c'est ça qui Ouais. est très intéressant, c'est que le jeu est sérieux et aussi n'est pas comme Freud disait, le contraire de la réalité. Pour moi, c'est vraiment, ça permet de enfin, c'est pas moi qui le dis uniquement, mais voilà, ce côté tester le réel, vraiment tester la réalité, mettre des mises en situation qui vont se reproduire dans notre quotidien. Mais sauf qu'ici, l'impact sera évidemment, pas énorme, je dirais, il va pas Mmh. impacter trop fortement notre quotidien. Hem Ça donc ça on peut, recommencer. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le jeu permet l'échec et l'erreur, et de recommencer derrière. Donc il y a une valorisation quand même importante derrière tout ça aussi. Dire il faut pas avoir peur d'échouer, il faut pas avoir peur de rater. C'est souvent comme ça qu'on apprend beaucoup. Moi j'essaie vraiment d'avoir cette approche-là en disant: ben oui, le jeu compétitif, moi aussi je perds énormément à blinder de jeux compétitifs, mais est-ce que si le jeu m'intéresse, beh, je vais vouloir à la prochaine partie retirer les enseignements de la première partie pour justement m'améliorer. Et donc Tout il y à a un fait. petit apprentissage derrière ça, quoi. Donc j'apprends des mécaniques, j'apprends, voilà, je dirais un grand classique comme un Seven Wonders, bah, c'est vrai que la première fois qu'on le découvre, on connaît pas, encore toutes les combinaisons qui est possible parce que ça se déroule en 3 temps, avec 3 âges. Mais voilà, au fur et à mesure, bah, il y a des gens qui commencent à connaître les cartes, et donc qui vont anticiper ce qui va se passer aux âges 2 et Mmh. âge 3 pour développer leur stratégie. Et Mmh. donc voilà, il y a vraiment ce petit travail-là qui fait, mais c'est des compétences qui peuvent évidemment servir en termes de collaboration, parce que ça fait travailler l'anticipation. Mais quand on fait des projets en collaboratif dans le quotidien, qu'on est chef de projet, il faut anticiper ce qui va se passer. Par exemple, quand on essaie d'établir un projet, c'est des compétences primordiales pour moi. Il faut vraiment être dans cette anticipation, mais tiens, qu'est-ce qui peut venir nuire à la bonne réussite de mon projet? C'est dans les méthodes de management, même, Ouais. c'est quelque chose qu'on met en avant. Les forces et faiblesses d'un projet, les opportunités et les attaques qui pourraient être subies sur un projet. Je veux dire, voilà, c'est la méthode, SWOT, donc qui est très connue dans le monde du management et la gestion de projet. Beh, voilà, c'est un jeu comme Mmh. Seven Wonders permet de travailler des compétences qui vont être utiles par rapport à quelque chose qui est considéré comme ultra sérieux dans le monde du travail. Ouais, Donc, ouais. donc ça, c'est une des possibilités, en fait, dans l'adaptation des jeux, c'est de se dire: «OK, mais il y a quelque chose dans le jeu qui est, qu'on retrouve dans d'autres sphères, et donc il faut faire les liens avec ça, en fait». C'est vraiment ça que j'essaye de faire dans ces adaptations-là. Je me dis: «OK, mais qu'est-ce que je Tout veux à faire fait. travailler quel est mon objectif derrière?» Donc si c'est faire travailler une compétence, OK, je vais sélectionner des jeux par rapport à cette compétence-là. Si c'est, voilà, faire travailler la collaboration, ben ça va être utiliser aussi des jeux, par rapport, donc qui soient à la fois collaboratifs évidemment, ça on n'y échappe pas, mais des jeux qui peuvent aussi être compétitifs, mais dont la compétence va être utile en collaboration. Donc il Tout faut à avoir cet fait. esprit large, quoi. C'est très intéressant. En fait, tu nommé plusieurs points. Je prenais des notes Mmh. au fur et à Ouais. mesure pour faire des retours. Mais déjà, la première chose que tu as nommée au fait tu sais, de s'armer d'une Mmh. certaine manière, de s'armer pour être capable d'affronter différentes choses dans la vie. Et c'est intéressant par rapport à ça de voir que le jeu en général, que ce soit jeu vidéo, jeu de rôle, jeu de société, est un outil très intéressant pour justement acquérir des nouvelles habiletés et des nouvelles compétences, autant cognitives, émotionnelles que
physiques qui nous permettent par la suite de les mettre en pratique dans d'autres sphères de vie. Donc, tu le nommais un peu en parlant de Freud, Mmh. là, mais que, tu sais, quand on joue à un jeu, on se crée une espèce de bulle immersive dans laquelle on le sait que ce qu'on vit dans le jeu n'est pas réel, dans le sens que les émotions sont réelles, mais si on joue à un jeu de vol, ben, on n'est pas réellement en train de se faire voler, etc. Mais ça reste qu'on fait ce qu'on appelle une expérience. Donc, c'est une situation expérientielle. On vit des choses réelles, on vit des émotions qui sont réelles. Et à travers ça, il y a un processus qui est réel aussi, tout en gardant en tête qu'on est dans une bulle imaginative de jeu. Donc, ce concept-là d'apprentissage, c'est exemple, j'apprends, je joue à un jeu compétitif, je vis de la colère, mais je dois gérer ma colère parce qu'il faut que je continue à jouer, par exemple. Mais ce processus-là, je le sais que ma colère va pas rester après parce que c'est dans le jeu, mais toute la gestion de colère que je fais en jouant va me permettre par la suite de la mettre en pratique comme apprentissage et de le mettre après ça dans d'autres sphères de vie où est-ce que les situations vont être réelles. Par exemple, j'ai un collègue de travail qui dit quelque chose, ça me met en colère, mais j'ai appris à gérer mes émotions en jouant, ben, je vais pouvoir l'appliquer. Là, je suis dans les gestion émotionnelle, mais ça peut être la même chose, par exemple, si on adapte un jeu pour apprendre à socialiser ou on utilise un jeu pour apprendre à le travail d'équipe ou pour apprendre aussi simple que les jeux, bon, les très grands classiques, là, comme Mikado, par exemple, où est-ce que là, on apprend la minutie puis les habiletés motrices. Ben, si on joue à ça avec un enfant, l'enfant se pratique, il expérimente quelque chose. Et bien sûr, après ça, en dehors du jeu, ses habiletés et ses compétences restent. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que jouer en tant que tel, c'est oui, une phase ou une bulle immersive où on est dans le plaisir, on est dans le fictif, Mmh. mais tout ce qu'on vit et qu'on acquiert reste par la suite. Donc, c'est très intéressant ce que tu mentionnes de prendre le temps en tant qu'intervenant, en tant qu'animateur de groupe, en tant qu'organisateur d'événements, euh, de prendre ça en considération dans le choix des jeux et comment est-ce qu'on choisit d'adapter un jeu pour l'offrir, puis permettre de Mmh. mettre de l'avant ces habiletés-là qui peuvent être travaillées. Mmh. Donc, oui. Oui, bah, oui, tu as mentionné 2 mots que je vais un peu plus développer. Tu as mentionné, expérience et immersion. Alors, effectivement, l'expérience est très importante parce qu'une expérience très positive, justement, mieux l'expérience est et mieux elle va être retenue, elle va s'ancrer parce que ça va devenir un souvenir et sous le plan, bah, pédagogique évidemment, voilà, quelque chose qui s'ancre plus profondément. Se souvenir de justement de ses acquis, c'est voilà, c'est très important donc il faut vraiment penser à ce côté expérience-là, où on veut que l'expérience soit la plus, en tout cas marquante possible Mm. pour que les acquis restent le plus longtemps possible. Écoute, tu parlais d'immersion, donc il y a cette immersion qui va aider à cette expérience et ça c'est la une première différenciation que je fais dans mon approche. C'est qu'on parle beaucoup actuellement de ludification, voire de gamification, qui est très utilisée dans le monde managérial. Alors, moi, je suis plutôt prudent par rapport à cette approche-là. Moi, je préfère alors c'est, Eric Sanchez qui est un universitaire, suisse qui a notamment, parlé de ça, qui parle lui plus de, ludicisation. C'est-à-dire Mm. qu'il ludicise plutôt que ludifie. C'est-à-dire que plutôt qu'utiliser des mécaniques de jeu, donc, en gamification, on va plutôt par exemple, si je veux faire un meeting, je vais utiliser des cartes. Voilà, avec des mots sur les cartes et on va utiliser ces cartes pour un peu faire du debriefing. Ça, on est plus dans la gamification. Ludiciser, on va être vraiment dans je veux créer une situation de jeu. Donc, Mhm. c'est plus que le matériel, c'est plus que des mécaniques. C'est vraiment créer, comme on dit, une expérience de jeu qui va être mémorable. Et du coup, cette immersion passe, pour en revenir un peu justement aux bibliothèques, ça passe par le contexte, le décor, des choses comme ça. C'est-à-dire, il y a et même que ce soit pour le jeu ou pas, hein, mais le cadre est hyper important et on sous-estime énormément le cadre. Quand on arrive dans un endroit qui nous est chaleureux, même si, on ne connaît rien des personnes qui travaillent là-dedans, même si on ne connaît rien de tout ce qui se fait,
un cadre chaleureux, déjà, c'est une première impression qui compte énormément. Et je le vois notamment, simplement dans le travail, social, associatif de manière générale. Si on travaille dans un espace, cloîtré où il y a peu de couleurs, voilà quelque chose qui est un peu étouffant pour la personne, beh, ça va moins lui donner envie de revenir. Elle est déjà dans un contexte, cognitif qui est pas forcément favorable au dialogue ou quoi. Elle a presque envie de partir, quoi, parce que Tout à fait. le cas n'est pas accueillant. Tandis que dans un contexte où il y a des fauteuils, il y a de la couleur, il y a quelque chose qui casse avec, voilà, quelque chose de plus chaleureux qui contraste avec un côté qui serait plus froid. La personne déjà, il y a une espèce de cocon qui se forme comme ça rapidement et la personne, OK, elle se dit: «OK, je suis dans un endroit déjà qui m'oppresse pas, qui est Mmh. positif, qui est chaleureux, qui est accueillant». Et ça, c'est très important, même au-delà du jeu, en tout cas, d'avoir cette simple pensée-là, de dire: «OK, le cadre est très important, donc il faut pas hésiter à investir dans, voilà, un peu de matériel, un peu de décoration». Voilà, on pense que ça ne joue pas, mais si, ça joue énormément et surtout en jeu, Mmh. Tout parce que à là, on fait le en voit très bien. accord. Voilà, Je me si je permets veux à ouais, excuse, je vais juste vas-y. t'interrompre temporairement parce que je pense que les gens qui nous regardent en ce moment peuvent Mmh, directement voir la différence juste entre mon visuel et le tien. mmh, Je sais, mon visuel est très, très plate. Mais juste de voir, exemple, pour Quentin qui a les jeux placés derrière, juste ça, ça rend ça déjà plus ludique. Ça mmh, donne le goût, puis on voit les jeux, puis on est comme, OK, j'ai le goût d'essayer tel, ah, tel visuel a l'air intéressant. Donc, d'amener cet aspect-là, comme tu nommes, effectivement, c'est très important. mmh, Et je pense que le meilleur exemple, si vous voulez voir et vivre la différence, c'est penser à une couleur que vous aimez pas. Tu sais, une espèce de, bon, moi, un vert kaki étrange. mmh. Imaginez votre chambre, ça était cette couleur-là. Est-ce que vous seriez bien dans votre chambre? Est-ce que vous auriez le goût d'y aller dans votre chambre? Donc, des fois, l'ergonomie puis l'espace est énormément important. Puis, comme tu le mentionnes, j'ai juste renchéri ici, mais c'est c'est effectivement un élément qui est dans les points principaux avant même l'animation de jeu, puis on va y revenir, mais il y a dans l'organisation de séances de jeu, il y a le avant, le pendant et le après. Ça, c'est un très bon point dans le avant, la préparation de l'espace. Je vais te laisser, je vais Mmh. te laisser. C'est beau le verre kaki étrange. Mmh. Oui, d'accord, mais pas pour une chambre. Come on. Oui, c'est ça, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça se discute toujours un peu. Je te Bah, laisse. oui, 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 bah, oui, pour terminer avec cette idée d'immersion, ça se voit encore plus dans un jeu. Je veux dire, pour créer ce côté, voilà, ludicisation, donc vraiment la situation de jeu, quand il y a un décor qui est raccord avec le jeu ou les jeux que je vais proposer, ça renforce cette immersion, ça renforce cette expérience, ça renforce, tous ces aspects-là. Donc comme moi je le vis en tant que joueur quand je fais du jeu de rôle grandeur nature. Donc voilà, pour ceux qui je n'ai pas encore été à Bicoline pour ceux qui évidemment connaissent, Moi non plus. ça. Donc mais ici voilà, pour l'instant, c'est difficile évidemment d'en faire, mais voilà, ce côté-là très immersif, où il y a des déguisements, il y a du décorum, il y a tout ça. Voilà, si on n'a pas beaucoup de moyens, mais simplement, je sais pas, si je propose un jeu d'enquête, mais si je viens déguisé en enquêteur ou en voleur, simplement déguisé, voilà, mon personnage où je joue un peu un rôle, je renforce une immersion, je renforce une expérience, je renforce, voilà, quelque chose de une aventure, en fait. Voilà, je Ouais. plonge vraiment les gens dans une aventure, donc ça demande, voilà, certaines compétences d'animation où il faut un peu se lâcher, quoi. Il faut accepter de pas avoir peur d'avoir ce sentiment de ridicule, en fait. Les gens vont rigoler au début, peut-être, certes, mais à la fin, ils vont accrocher, quoi. Tout Parce que à ça fait. aura ça aura participé à une expérience et donc ouais, il faut passer ce petit cap-là et renforcer cette immersion qui est un élément effectivement primordial quand on veut adapter et qu'on veut faire des jeux donc Mmh. voilà, conseil pour les bibliothèques, c'est, voilà, pensez à ça. Pensez à Tout faire à un fait. encadrement chaleureux et vous verrez que les gens voilà, qui vont venir vont accrocher et vont avoir l'envie de revenir, plus souvent aussi, quoi.
Exactement. Mmh. Donc dans le avant, la décoration, l'animation, le déguisement, puis tu sais, ça c'est pas besoin d'avoir des décors, hollywoodiens non plus. Mmh. Donc, il y a plein de choses qui se fait avec du papier carton, puis on peut même inclure les enfants dans l'activité, donc dans le avant ou organiser une autre activité de bricolage avec des enfants et réutiliser ça. Bon, il y a plein Mmh. de choses qui peuvent être mises en place. Puis tu m'as fait penser, je me permets de nommer aussi qu'il y a de plus en plus de jeux de société qui pensent à ça. Et il y a de plus en plus de jeux de société qui ont leur propre trame sonore. Donc, Mmh. et là, je suis vraiment désolée, peut-être si dans le chat vous le savez, mais il y a justement un Melodis, qui est justement une plateforme, si j'ai le bon nom, je suis désolée, Mmh. qui est une plateforme qui regroupe plein de musiques associées justement thématiques. Exemple, qu'on veut jouer à ouais, ben là, c'est un gros jeu, là, mais Mmh. Némésis, puis là, poup, ça Mmh. serait genre un jeu d'horreur où qu'on joue à Mysterium, puis là, ça serait une petite musique, tu sais, un peu plus mystérieuse de maison hantée. Donc, la musique également aide beaucoup à l'immersion, puis se place très, très bien dans les jeux, l'animation de jeux. Mmh. Oui, ça ceux qui ont été, toujours, maîtres ou maîtresses de jeu, savent effectivement que quand on joue sur du jeu de rôle, sur table, effectivement, tous les petits éléments qui renforcent l'immersion et notamment la musique, voilà, ça fait toujours plaisir aux participants et aux participantes. Donc, effectivement, tout ce qui renforce l'expérience sensorielle, que ce soit, voilà, que ce soit Mm. via la vue, via l'audition, via même le toucher, enfin n'importe quoi. Tout cet Mhm. espace, voilà, qui renforce, cette bonne expérience, ouais, c'est toujours, voilà, c'est des petits détails, mais auxquels on ne pense pas souvent et qui pourtant ont énormément d'importance, quoi. Tout à fait. Mmh. Et si on continue dans Mmh. la même lancée, Mmh. euh, comment, et là on va être un peu plus dans le pendant, mais comment Mmh. est-ce qu'on fait justement pour adapter concrètement des jeux de société à de l'animation de groupe? Parce que souvent dans les organismes et bibliothèques, on l'espère, c'est pas une seule Mmh. personne, c'est plus comme un groupe. Ouais. Ouais. Ben voilà, là, on rentre plus un peu, ça demande quand même un minimum de culture ludique, je vais dire, parce que voilà, il faut quand même connaître les jeux. Mais, et alors, ce qu'un exemple simple nous a montré récemment, c'est que, notamment, de quelque chose qui peut être fictionnel peut naître cette envie de découvrir des livres. Je pense en fait à la série Lupin, qui est sortie récemment sur Netflix. Voilà, c'est une conception moderne, des aventures d'Arsène Lupin, puisque on voit pas Arsène Lupin, mais en tout cas, c'est un personnage qui s'est inspiré d'Arsène Lupin et Mm. l'engouement qu'il y a eu derrière pour, en fait, découvrir les livres rédigés sur, ce personnage d'Arsène Lupin. Donc en fait, il faut utiliser cette expérience-là, ce type d'expérience en disant: «Voilà, on a créé quelque chose qui est en lien avec une thème des livres, une série de livres, pour que les gens puissent les découvrir». Et je parlais de culture ludique parce que, un des on va dire des univers qui est très connu, c'est genre Sherlock Holmes. Mais combien de jeux ne se sont pas inspirés de Sherlock Holmes, en fait? Parce qu'il y en a énormément. Donc, Mm. ce côté enquête et tout, évidemment, il y a un des plus anciens, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil qui date de 1985, qui est un jeu purement narratif où c'est pas uniquement par de la lecture, où, voilà, il faut essayer de résoudre une enquête uniquement par, en fait, la lecture d'articles de journaux et voilà, par des textes, d'interviews, des choses comme ça. Donc, il y a déjà une connexion qui se peut faire entre, du coup, ces jeux qui sont narratifs, mais qui touchent à des univers, de littérature, en fait. Mm. Donc ici, l'exemple le plus «facile» entre guillemets, c'est voilà, c'est d'utiliser Sherlock Holmes. Parce qu'il y a cet engouement, voilà, tout simplement des jeux d'enquête, qui sont déjà plutôt collaboratifs parce qu'on est à plusieurs, on essaie de résoudre l'enquête et du coup, on découvre un univers et de cet univers, on a peut-être envie d'en découvrir plus. Donc passer par un jeu de Sherlock Holmes pour avoir l'envie de découvrir qui est Sherlock Holmes et découvrir les romans, liés à l'univers de Sherlock Holmes, en fait. Donc là, c'est un exemple, mais voilà, «assez facile» entre guillemets. Mais si je veux faire que les gens découvrent d'autres thématiques, je vais dire: «OK, bah, tiens,
un mémoire 44 qui est basé sur en fait la Seconde Guerre mondiale, qui fait reproduire via un jeu Mmh. des situations de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ben, ça permet d'aborder en fait la thématique de la Seconde Guerre mondiale et pousser un peu les gens à se renseigner, donc à lire des livres d'histoire sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment utiliser le jeu comme quelque chose qui fasse lien, qui fasse transition Mmh. entre, entre l'envie de lire quelque chose et de découvrir et voilà, cet apprentissage d'un univers nouveau, en fait. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il y a un côté un peu plus vivant du coup, parce que le jeu est participatif. On n'est pas dans un cours d'histoire où quelqu'un parle et nous on est juste à écouter et prendre des notes. Ça c'est il y a quelque ch et en fait, j'en reviens, c'est ce côté chaud-froid, en fait. Il y a quelque chose d'un peu froid, dans un Mmh. professeur qui parle. Tandis que si je fais venir et on reste pourtant dans le dialogue, si je fais venir quelqu'un qui a connu la guerre, qui est rescapé et qui partage son expérience, là, on est déjà dans quelque chose de plus chaud et donc on est quelque chose qui est plus marquant. On est plus int on est voilà, on est plus investi dans l'écoute Mmh. parce qu'on a quelqu'un qui est témoin du passé, quelqu'un qui a vécu les choses. Et en fait, le jeu offre un peu ce côté-là, en fait. Sans être, il permet de vivre, on en revient avec ce vivre ce réel, donc il permet de vivre une Mmh. situation, remise dans un certain contexte, évidemment, mais qui peut, en tout cas, amener vers quelque chose d'autre. Donc ça peut, ici, voilà, je prends l'histoire, mais ça peut amener sur plein d'autres choses. Il y a des jeux qui parce qu'il y a tellement de jeux actuellement, en fait, Oui, qui tout touchent à à fait. tellement de sphères. Il y a eu vraiment un gros boom ces, 20-30 dernières années, enfin, surtout 20 ans là, sur le jeu Ouais. de société et sur les thématiques à aborder. Donc on va prendre un bon jeu par rapport à une thématique, ça permet de faire la transition après. Je voilà, je pourrais parler Tout à fait. d'univers, enfin, il y a un tas d'univers comme ça. Je veux dire, si on pense aussi, après, on peut faire l'inverse. On peut partir des livres et créer une situation de jeu. Un exemple aussi facile, qui a énormément fait parler de lui à l'époque, c'est Da Vinci Code. Mmh. Da Vinci Code qui était un grand succès, mais il y a quelque chose d'énormément ludique, en fait, dans toute cette trame narrative-là. C'est, passer, voilà, en fait, c'est un espèce de jeu d'enquête. Quand on voit les films et tout, il y a vraiment ce développement d'enquête et donc on peut se dire: «Voilà, je recrée quelque chose qui est en lien avec le Da Vinci Code» où, ça pousserait les gens à aller chercher des indices dans des livres, par exemple, des choses comme ça. Donc je peux partir d'un livre pour amener les gens à en découvrir d'autres et je Tout crée à une nouvelle fait. situation de jeu. Mais en m'inspirant de ça peut être voilà, les énigmes, les formes d'énigmes peuvent être inspirées de ce qu'on a déjà vécu dans, soit simplement un escape game ou un jeu comme Unlock ou voilà, des jeux connus. On peut s'inspirer de ce qui existe dans les jeux connus et le reproduire, mais l'adapter, donc on en vient à l'adaptation, avec l'univers qu'on veut faire découvrir, en fait. Et donc Mmh. je pousse effectivement à sortir des jeux de loi et des jeux questions-réponses, parce que ce sont les univers les plus connus et c'est surtout ça qui malheureusement, est utilisé pour faire découvrir des univers. Quand on veut passer par le jeu, on tombe dans un jeu pédagogique, qu'on appelle ça mais avec en termes de ludique, c'est très peu poussé au final. Ouais, Donc faut ouais. pas hésiter à prendre, bah, oui, à prendre un peu de risques, mais à s'inspirer donc on en revient à la culture ludique, s'inspirer de ce qui existe dans les jeux, mais de l'adapter à l'univers qu'on veut faire découvrir et je pense Effectivement. que c'est très porteur, en fait et l'exemple de Lupin, c'est vraiment ça, en fait. Ici, c'est pas le jeu, c'est l'univers, cinématographique, mais il y a eu cette appropriation d'un univers qu'on a adapté et qui a amené les gens, en fait, à découvrir l'univers qu'on a voulu adapter et le jeu permet ça aussi, hein. Ouais. Je pense que tu le mentionnes, très, très bien que, avec les jeux pédagogiques, l'élément Mmh. central, c'est la pédagogie, donc c'est l'enseigner quelque chose et ça, les Mmh. jeunes le ressentent aussi. Dans le Ouais. contexte d'une bibliothèque, oui, on veut partager la culture, le savoir, mais d'aller au-delà de cet aspect-là et d'amener des enseignements et un partage de la culture, mais à travers vraiment le jeu et le plaisir en tant que tel. Puis oui, ça demande plus de préparation dans le avant. Ça veut dire
trouver les bons jeux, réfléchir comment les adapter, faire des liens entre les différents médiums, planifier le décor, etc. Mais ça facilite énormément les choses pendant le pendant. Donc, ça veut dire durant l'activité, on voit que les jeunes et les adultes, parce que des fois, il y a des animations pour adultes, bien sûr, sont beaucoup plus en immersion dans le jeu, vont beaucoup plus en retirer et vivre des expériences positives que une soirée ou une journée trivia poursuite qui, Mmh. oui, c'est bien, tu sais, mais on voit l'aspect purement éducatif ici. Euh, Tu mentionnais aussi, j'ai pris plein de notes encore une fois, puis tu l'as bien nommé, la culture ludique. Donc, au final, une bibliothèque ou même un organisme, l'objectif, c'est un partage de la culture et les jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, font partie de la culture ludique. Et c'est facile d'aller, le cinéma aussi, c'est facile d'aller justement chercher, puiser l'inspiration dans ces éléments-là. Tu l'as bien nommé par rapport au cinéma. Puis, j'irais même avec les livres aussi, avec exemple avec Sherlock Holmes, mais une série de livres que j'ai vu qui a pouf, que ça c'est parti d'un livre et ça a évolué en spectacle de cirque et même en jeu de société, c'est exemple Amos d'Aragon. Je ne sais pas si tu connais, moi, c'est Oui. mon enfance. Oui, OK. Donc, c'est une série, par exemple, qui est partie d'une série de livres, mais que par la suite a été adaptée de multiples manières. Et autant de notre âge que des plus jeunes, on parle d'Amos d'Aragon et il y a une image qui est là, il y a un plaisir, il y a une association au personnage qui a été fait parce qu'on l'a vu en série animée, on l'a vu dans des spectacles, on l'a vu éventuellement dans un jeu de société, je pense qu'il a été créé. Mais c'est un univers facilement accessible qui part d'un livre qu'on peut adapter puis qu'on peut intégrer par la suite en jeu d'enquête ou en jeu de développement des habiletés sociales, etc. Donc, de vraiment pas avoir peur de mélanger les éléments culturels puis les différents médiums, films, séries télé, surtout de nos jours, livres, jeux vidéo même, jeux de société, etc., pour amener cet aspect ludique. Et là, le jeu de société peut être utilisé ici comme élément central ou être combiné avec d'autres éléments pour l'animation justement de groupes et d'activités ludiques. Je notais aussi, euh, on parle, exemple, des bibliothèques et même des organismes. Qu'est-ce qui est très intéressant en ce moment? Ce que je vois beaucoup au niveau des jeux de société, c'est des jeux éco-responsables. Et ça, c'est une thématique qui ressort beaucoup aussi dans les organismes communautaires, les milieux professionnels, les bibliothèques. C'est qu'on veut sensibiliser les jeunes et les employés, etc., au fait d'être éco-responsable. Il y a plein de jeux qui abordent ce sujet-là. Il y a comme un petit mouvement de jeux qui parle beaucoup des océans, qui parle de la pollution, de sauver des animaux, etc. Et là, ben, à travers l'utilisation d'un jeu de société, c'est une très belle porte d'entrée pour aborder certaines thématiques. Donc, dans tel jeu où est-ce qu'on doit sauver des crabes, dans tel jeu où est-ce qu'il faut récolter des poissons pour les remettre dans un bassin safe, sécurisé, ben, OK. Puis là, après ça, ben, on amène la thématique du jeu, puis on se l'approprie, puis on la modernise, on la modifie pour la transformer en activité ludique d'animation de groupe. Donc, petit conseil ici, si je peux me permettre, c'est ayez pas peur d'aller vraiment explorer toutes les thématiques qu'il y a dans la culture ludique, notamment les jeux de société. Puis par la suite, comme je le mets, c'est un petit peu le travail d'intégration. Il y a plein de créateurs de contenu, dont Ludo Social, qui fait une partie du travail pour vous. Donc, des petites fiches descriptives, vous allez pouvoir chercher ça et après ça, l'adapter pour l'animation en tant que telle. Euh, Peut-être pour justement continuer un peu la discussion, est-ce que, selon ton expérience, tu as déjà fait de l'animation justement, est-ce que tu aurais des conseils pratiques ou techniques pour justement bien conceptualiser, organiser et mettre en pratique une activité d'animation de groupe? Oui, alors, comme je disais, la première question à se poser, c'est vraiment pourquoi? Ça veut dire pourquoi je veux le faire?
Juste dire, «Ah j'aime le jeu et donc je veux mettre du jeu», c'est pas une réponse suffisante. C'est clairement pas ça. Il faut vraiment se dire: «OK, quels sont mes objectifs par rapport à enfin, quel est mon objectif général?» Donc est-ce que c'est justement, voilà, on va reprendre l'exemple de l'écologie, par exemple, c'est sensibiliser un Mmh. peu au développement éco-responsable, à certains gestes au quotidien. Donc OK, c'est ça mon objectif. C'est pas forcément la recherche de plaisir, c'est la méthode, en fait, Mmh. la recherche de Mmh. plaisir qu'il y a derrière. Donc une fois que c'est cet objectif-là, OK, donc c'est se dire, quels sont déjà, que je dois collecter le savoir par rapport à tout ça. Donc si je veux créer, une situation de jeu par rapport, à la sensibilisation sur l'éco-responsabilité, c'est sur quelles sources je vais me baser? Quels sont les acteurs, importants dans ce monde-là? Enfin, vraiment essayer de collecter le savoir, parce que c'est sur ce savoir-là que je vais transmettre, évidemment. Mmh. Donc ensuite, intervient effectivement le côté ludique. OK, mais quelle est la situation que je veux faire vivre aux personnes? Est-ce que je veux les mettre en situation, face, à des déchets, directement? Ou est-ce que je veux partir sur plutôt quelque chose de neutre et amener quelques conseils dans leur quotidien? Ou est-ce que je veux valoriser ce qu'ils font déjà dans leur quotidien? Donc il y a plusieurs enfin, vraiment, il faut choisir quel angle d'attaque, en fait, on va vraiment prendre. Donc, alors il y a vraiment plusieurs choses, ensuite, voilà, il y a le côté culture ludique de dire: «Tiens, mais quel jeu je vais pouvoir prendre qui va me permettre d'enseigner ça?» ou quelle mécanique de jeu je vais pouvoir utiliser. Donc, quelque chose que moi j'aime bien simplement, pour démarrer, les animations, c'est que j'utilise le petit jeu Unanimo, que je l'ai adapté. Donc pour expliquer simplement, c'est un jeu où on va, donner un mot et chaque joueur et joueuse devront choisir, 8 mots dont le mot principal leur fait penser et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir le plus de mots en commun avec les autres joueurs et joueuses pour marquer des points. Donc j'utilise par exemple ce petit jeu-là parce que du coup, ça me permet d'interroger les représentations que les gens ont déjà par rapport à une thématique. Donc si voilà, plutôt que de dire, voiture, je vais dire quelque chose comme éco-responsable. Du coup, ce jeu va me permettre, de savoir qu'est-ce que les gens mettent derrière le côté éco-responsable Mmh. et donc de déjà dire: «OK, ils ont déjà un savoir qui est, heu, voilà, simplement le tri des déchets», mais ils ont peut-être pas le savoir de la comment récupérer certaines choses du quotidien pour créer quelque chose de nouveau. Ce côté un peu transformation, et économie circulaire. Donc le fait de savoir ça va déjà un peu m'aider, à orienter un petit peu ce que je veux faire. Donc ça veut dire déjà dans un premier temps, je vais pouvoir valoriser ce qu'ils savent déjà, ce qui est quand même très important de dire Ouais. que les gens sont déjà détenteurs d'un savoir. Parce que qui est une erreur aussi, c'est dire: «Nous on sait, les autres ne savent pas». On est déjà dans un côté un peu paternaliste, un peu pédant comme ça, ou de dire, «C'est moi qui amène le savoir». Non, les gens ont déjà un savoir et c'est toujours intéressant de questionner: «Mais tiens, qu'est-ce qu'ils connaissent déjà?» Mmh. Les gens, surtout en milieu social, qui vivent dans des situations de précarité, sont déjà, pour économiser de l'argent, dans des gestes entre guillemets «éco-responsables», parce qu'ils vont éviter de gaspiller, ils vont justement éviter de jeter et de racheter, ils vont essayer de réparer. Donc il y a déjà plein de petits gestes du quotidien qui peut-être pour eux ne portent pas le nom éco-responsable, mais ils le font déjà en fait, sans le Mmh. savoir, sans mettre cette théorie-là en fait. Donc je pense que c'est toujours important de partir des expériences des gens et de les valoriser. Et du coup, ça va les intéresser en disant: «Mais vous savez, vous faites déjà ça beaucoup et Mmh. moi je veux vous apporter peut-être des informations supplémentaires ou complémentaires qui vont vous aider en fait par rapport aux tâches que vous faites quotidiennement». Donc là, je les intéresse en leur touchant au quotidien directement, en m'intéressant à eux. Ça c'est vraiment ça que j'essaye toujours, c'est de valoriser les gens et montrer que je m'intéresse à eux, pour Ouais. avoir aussi après cette relation de confiance qui s'installe. Pour moi, c'est primordial, en fait. Vraiment avoir ce côté relationnel. Donc il y a le relationnel via le jeu, évidemment, où les gens interagissent entre eux, mais il y a entre l'animateur et les joueurs et joueuses. Il faut vraiment avoir une relation de confiance pour, continuer les activités sur le plus long terme.
Ça, c'est voilà, s'ils vivent une mauvaise expérience, ils vont pas revenir, quoi. Donc et si je me comporte mal avec eux, ils vont pas revenir. Si voilà, donc c'est très important d'avoir ce côté-là. En tout cas, en termes d'animation, c'est de valoriser, les acquis des gens et voir qu'est-ce que nous, on peut leur apporter aussi. Donc il y a vraiment un savoir qui, il y a de l'échange. C'est Ouais. vraiment ça, l'échange. Ensuite, il y a le côté, on est plus dans la co-construction. Donc savoir qu'est-ce que avec leur savoir et avec ce que je leur amène, on peut créer quelque chose de nouveau. Mmh. Et donc là, on peut être soit dans, tester des enfin voilà, jouer à des jeux qui requièrent en fait ces différentes formes de savoir. Donc des jeux déjà préconçus et donc qui demandent voilà, si par exemple je fais un simple jeu, de correspondance où je mets par exemple des labels et ce que signifie, le label. Par exemple, les labels qu'on voit sur les produits, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ça correspond et si je les invite par exemple à faire ce petit jeu de dire: «Tiens, tel label correspond à tel secteur, ou enfin tel message qui veut dire», ben là, ils découvrent quelque chose, un peu en s'amusant, même si le jeu reste basique. Mais du coup, ça permet aussi d'interroger, ce que les gens pensent par rapport à ce qu'ils voient au quotidien. Donc, est-ce qu'ils font vraiment attention ou pas? Voilà, donc ça me permet encore de situer, enfin d'en apprendre des gens en fait, de le situer par rapport à un savoir et là je leur ai en plus appris quelque chose Mmh. parce qu'ils savent pas, tiens, tel label, ce que ça veut dire. La prochaine fois qu'ils iront au magasin, ils verront tel label et ils sauront ce que ça veut dire, si c'est vraiment éco-responsable ou pas, quoi. Et hem et donc voilà, c'est de poursuivre dans cette dynamique-là. Et alors, un exemple que je donne pour rester dans l'exemple éco-responsable, c'est que je leur montre qu'il est possible en fait, de créer des jeux avec des objets du quotidien. Ouais, Donc, ouais. un exemple plus simple qui existe, c'est la Wallet. Donc, c'est les jeux de semis qu'on trouve notamment en Afrique. En fait, il faut juste une boîte de carton de 12 œufs et il faut genre des graines de maïs qu'on utilise pour faire du popcorn, quoi. C'est le simple matériel, voilà, c'est le plus simple que je connaisse. C'est, voilà, on peut recréer ce jeu La Wallet avec un carton de 12 œufs et des graines de maïs. Parce que c'est un jeu de semis où on utilise en fait, voilà, des graines, ça représente des pions qu'il faut plus ou moins déplacer en fait dans ce parcours-là, qui est formé par les trous et il faut essayer d'en fait de piocher le plus, de graines de maïs au final. Donc il y a une mécanique, voilà, on trouve facilement sur internet les règles, on imprime une page de règles et les gens peuvent jouer, quoi. Et ils ont reproduit Mmh. un jeu chez eux. Donc c'est voilà, c'est pour montrer ce côté, qu'il y a moyen de refaire quelque chose, en fait, chez eux avec les objets du quotidien, qui est là, ici, un petit jeu, ludique qui nous vient d'Afrique, quoi. Donc il y a plein de choses, en fait, à faire et Ouais. ils peuvent créer, du coup, leur propre jeu en utilisant finalement des objets du quotidien, quoi. Donc avec un peu d'imagination, voilà, et ce qu'on peut trouver sur internet, il y a vraiment moyen de faire beaucoup. Ici, j'utilise l'exemple du jeu, mais en fait, il y a dans plein d'autres domaines, il y a moyen de faire quelque chose avec du carton, des choses comme ça. Il y a vraiment moyen je veux dire, entre guillemets, oui, «s'amuser» à créer Mmh. avec tout ça, quoi. Donc c'est essayer aussi de leur transmettre, du coup, un peu des valeurs aussi derrière tous ces apprentissages. Alors ici, effectivement, sur le côté ludique, c'est un peu moins, mais du coup, pour apporter plus de ludique en termes d'animation, c'est déjà, Mmh. commencer par une sorte de brise-glace, mais un jeu qui est purement dans le ludique, mais qui permet, voilà, de faire descendre la pression, Ouais. surtout si c'est un premier groupe qui se connaît pas et tout. Faites un petit jeu marrant, voilà, qui se joue assez rapidement. Vraiment, les jeux d'ambiance, il y a une flopée, qui existe. Prenez un jeu d'ambiance que vous connaissez bien, vous commencez par ça. Voilà, ça permet de diminuer un peu la pression, de rentrer dans un truc un peu plus, voilà, un peu plus Ouais. soutenu après. Et il faut aussi terminer par ça. C'est très important, je pense que pas rester quelque chose d'un peu trop lourd où les gens ont été dans l'apprentissage, même si c'est très fun ce qu'ils ont appris. Il faut aussi, voilà, terminer par quelque chose qui soulage un peu, qui voilà, qui Mmh. libère un peu l'esprit de tout ce qu'on a appris et purement dans le ludique et donc pas forcément essayer de choper le sérieux dans le jeu d'ambiance, quoi. C'est En fait, le ça. sérieux dans le jeu d'ambiance, c'est le fait que ça va diminuer la pression, que ça va soulager.
pas besoin de faire un débriefing après pour dire: «Ah, vous avez joué à ce jeu», pour justement détendre, quoi. Je Donc pense que ça, c'est ouais. je pense que tu le mentionnes bien. Tu sais, si je récapitule un peu les différentes choses conseils et choses Mmh. à observer, ben, de commencer au début, par un jeu party Mmh. game, un jeu social, un jeu léger, brise-glace, qui va Mmh. permettre aux différents joueurs, surtout s'ils se connaissent pas, puis c'est un nouveau groupe, de commencer à créer des liens entre eux, mais aussi de créer un lien de confiance avec le ou les animateurs. Par la suite, tu le nommes bien, de partir des forces et des connaissances des individus, puis de les mettre en valeur, ces connaissances-là. Parce Mmh. qu'au final, ce sont des joueurs où ils ont leurs propres intérêts, leurs propres connaissances, et d'arriver à faire des relations entre eux, ben, ça permet justement, en tant que joueur, de se sentir valorisé, et bien sûr, ben, ça aide à créer une belle énergie de groupe. Parce que quand on fait de l'animation de groupe, on veut être un leader positif, puis on veut que l'énergie générale soit évidemment le plus positive et agréable Mmh. possible. Euh, Par la suite, tu l'as nommé d'une certaine manière, c'est que dans l'animation, il y a une espèce de courbe émotionnelle et courbe d'apprentissage. Tu sais, on commence par des choses plus légères, puis à un moment donné, on vient dans l'élément central de plaisir ou d'apprentissage, et on retombe après ça dans, OK, le léger, le lâcher prise. Donc, on commence et on termine par du léger. La partie centrale est vers le milieu, le centre de l'activité, bien sûr. Et je pense, tu l'as nommé d'une certaine manière, il y a un peu de psychoéducation qui peut être fait. Puis si psychoéducation, c'est pas unidirectionnel, c'est pas je te donne ça comme information et voilà. C'est plus comme un partage de connaissances, d'informations sur une thématique particulière. Puis c'est à travers ce partage-là que les gens se sentent valorisés de participer, mais aussi que, comme tu as dit, ça va influencer le après. Ça veut dire qu'ils vont revenir à la maison avec des nouvelles connaissances qu'ils vont pouvoir par la suite partager puis valoriser ou oublier, ça dépend des gens. Mais d'amener cette petite partie-là de psychoéducation à travers le jeu, donc de dire hey, telle chose me fait penser à telle activité, à telle autre chose. Et à travers ça, c'est là qu'il y a toute la richesse de l'animation qui se met en place. Donc là, une fois qu'on a terminé, on termine avec un autre petit jeu léger. Et après, il peut y avoir parfois un débriefing, comme tu nommais, euh, qui est soit généralement le débriefing, tu me diras ce que toi tu fais, mais généralement un débriefing, ça peut être de groupe pour partager les expériences, les choses qu'ils ont aimées, qu'ils ont moins appréciées, dire les améliorations, juste leur feeling par rapport à l'activité, les apprentissages qu'ils vont mettre en place après. Puis des fois, on peut rester présent s'il y a des gens qui ont besoin d'un suivi plus individuel. Mais généralement, on termine en groupe comme ça, puis on laisse les gens faire leurs acquis puis retourner à la maison. Euh, des fois, il y a certaines activités, comme tu nommais, de création de jeux qui vont être mis en place par la suite à la maison. Puis ce qu'on appelle un peu un apprentissage continu, c'est qu'ils vont garder puis entretenir un peu ces apprentissages-là, mais après à la maison. Mmh. Donc, de ton côté, est-ce que tu fais justement une petite période de débriefing ou c'est pas tout le temps nécessaire? Si, si, c'est quand même assez régulièrement nécessaire, donc ouais, voilà, je avant de les oublier, je vais juste relever 2 choses. Donc, tu parlais de la courbe d'apprentissage, et c'est quelque chose qu'il faut voir non pas uniquement au sein même d'un atelier, d'une activité, mais sur plusieurs ateliers. Et cette courbe d'apprentissage, je le fais notamment avec les jeux, dans le sens où, là, j'ai parlé de jeux assez légers, finalement, un jeu de correspondance, un ou animaux. Voilà, on n'est pas dans quelque chose qui soit lourd. Mais il faut se dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de culture ludique, qui sont habitués au jeu. Et donc, il faut commencer par quelque chose qui soit pas contraignant et se dire, c'est pas un gros jeu de stratégie où je dois réfléchir. Mais grâce à ce que j'ai fait au premier atelier, je vais pouvoir après passer des paliers et amener des jeux un peu plus légèrement plus complexes, voilà, et donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça aussi en tête, d'avoir Ouais. cette progression-là. Et donc pour revenir au débriefing, alors soit on peut rester, dans ce côté un peu, débriefing, on va dire un peu plus classique, où on est juste dans la discussion avec les gens, où on essaie de poser des questions, de voir ce qui en sort.
soit on essaie de rester dans vraiment dans ce côté ludique et là, on peut se baser sur, ce qu'on appelle les jeux cadres. Donc c'est pas forcément très jeu, mais en tout cas, ce sont des petits mécanismes comment dire? De travail collaboratif ou via une activité entre guillemets «simple», donc ça peut être, voilà, vous avez autant de participants et ils doivent dialoguer entre eux, mettre sur un post-it par exemple 3 mots et après, un délégué du groupe va aller dans un autre groupe et voilà et des choses comme ça où il y a un peu de participatif donc c'est c'est ce qu'on appelle les jeux cadres, donc c'est ces micros activités qui favorisent en fait le travail de groupe, les débriefings, des choses comme ça. Donc si on veut rester toujours dans une mécanique qui soit plutôt interactive et ludique, on peut utiliser aussi ces formes de jeux-là, donc on appelle jeux cadres, Mmh. qui amènent voilà, qui en fait sont énormément alors on en revient toujours avec un peu le monde du management et en tout cas, voilà, mais c'est ça ne porte pas ce nom-là, mais dans ce qu'on appelle la facilitation. Donc quand on assiste à des fois à des conférences ou Ouais. des travaux participatifs, il y a les facilitateurs et les facilitatrices qui en fait utilisent des mécaniques de jeu cadre. Je veux dire, c'est vraiment ça, en fait. Pouvoir noter sur des post-it des idées simples, donc il y a ce côté participatif, un peu proactif, où tout le monde participe, où il y a de Mmh. l'échange et voilà, sans que ce soit juste du pur dialogue où après il faut faire le résumé de tout ça, quoi. Donc ça, voilà, ça existe déjà dans d'autres sphères. Ouais, Donc ouais, c'est vrai. on peut réutiliser ces mécaniques-là, ces jeux cadres pour travailler le débriefing. De manière Mmh. autre que, ce que les gens pensent habituellement de juste, parler et voilà quoi. OK, ben, c'est Donc intéressant ouais. effectivement de ne pas avoir peur de encore une fois, d'aller chercher dans d'autres domaines, comme le Mmh, marketing qui sont ils ont quand même une expertise là-dessus aussi, mmh, au niveau, de l'évaluation de l'énergie d'un groupe et du travail mmh, d'équipe. Donc très intéressant. Peut-être pour finaliser un peu et sur une très belle note, mmh. ce serait intéressant de partager un peu, nos tops de jeux, qui s'adaptent bien pour l'animation de groupe, ou en Mmh. bibliothèque ou dans les organismes. Heu, est-ce que tu y as réfléchi? Je te lance l'idée comme ça. Wow, heu, alors oui, là comme ça, alors je vais en citer un, en tout cas là qui me vient très rapidement en tête. Comme on reste un peu dans voilà, littérature, il y a un jeu qui s'appelle Cosmopolite, qui est Ouais, de la maison d'édition Géopla. ouais. Donc j'aime bien parler de Géopla parce qu'ils ont justement ce côté éco-responsable dans leur production, donc comment ils gèrent leurs jeux et leurs boîtes. Donc déjà ça, je trouve ça important et en termes de valeur. Ensuite, Mmh. l'avantage de Cosmopolite, c'est un chouette jeu d'ambiance qui vraiment s'adresse, à un monde vraiment, multiculturel et qui favorise l'interculturalité parce que ça se base sur la connaissance des langues et leur prononciation. Mmh. Donc c'est un jeu qui peut se jouer avec quelqu'un qui ne parle dont enfin, il y a pas de je sais pas, quelqu'un qui ne parlerait que anglais et l'autre qui ne parlait que français, ils peuvent jouer à ce jeu. C'est ça qui est chouette en fait, ça casse un peu, les barrières linguistiques Mmh. et le fait que ce travail est reposé sur un travail fait par des linguistes. Donc il y a tout un carnet supplémentaire qui est ajouté au jeu où on vous explique tout le travail qui a été fait par les linguistes. Donc pour pitcher très rapidement le jeu pour les gens qui connaissent pas, donc c'est dans Mmh. l'univers de la cuisine et en fait, il y a une personne qui va, en fait, écouter via une application la prononciation de plats typiques de certaines régions du monde et donc ensuite, elle va devoir répéter selon la manière dont elle a entendu le mot au maître d'hôtel qui va prendre note et le maître d'hôtel va ensuite, allez, annoncer ce qu'il faut aux cuistots qui sont en cuisine donc voilà, donc par exemple, pour telle recette, il faut tels ingrédients et voilà et donc il faudra essayer de retrouver mais selon les prononciations, quoi. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est très difficile parce que c'est limité dans le temps et donc il faut avoir ce côté rapide, mais on est un peu dans cette rubrique de jeu qu'on appelle vulgairement Energizer, donc il file de l'énergie parce qu'on est tac, 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 tac et donc c'est hyper marrant et franchement je recommande fortement ce jeu parce qu'il y a autant d'ambiance, mais ambiance vraiment réfléchie, quoi et donc c'est vraiment très, très chouette. Donc voilà, ça c'est un des premiers jeux qui me viennent en tête.
Ouais, OK. De mon côté, si on y va à tour de rôle, Mmh. j'allais nommer un classique, mais peut-être un peu trop classique. Je le nomme quand même, mais le loup-garou. Tu sais, le jeu de cartes avec concept un peu jeu de rôle, mais je pense que la majorité des organismes et des bibliothèques l'utilisent. Mmh. Dans ce style que c'est facile de décorer dans la thématique. Puis c'est facile aussi de l'adapter, tu sais, au lieu, quand je joue avec des adultes, entre amis, on peut dire les loups-garous qui mangent les êtres humains. Mais on peut facilement aussi l'adapter pour le rendre plus accessible à jouer avec des enfants. Donc, on peut transformer le loup-garou en un personnage un peu plus inoffensif ou c'est des monstres qui vont kidnapper plutôt que tuer, bon, évidemment. Mmh. Bien sûr, pourquoi le loup-garou ou les jeux de ce genre à identité cachée? C'est que c'est facile d'être adapté pour jouer en grand, grand nombre. Je l'ai déjà nommé dans un épisode de Metaplayer sur le loup-garou, justement. Mais j'ai déjà joué une partie de loup-garou où est-ce qu'on était 3 tables complètes dans un pub ludique, puis on devait être une cinquantaine et peut-être plus. Donc, dans cette version, ça s'adapte très, très bien. C'est possible de rajouter des villages, c'est possible qu'il y ait plusieurs animateurs, etc. Donc, bien sûr, un jeu qui s'adapte assez bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu à identité cachée avec plusieurs personnages. Ça se déroule dans un village où on doit un peu cacher justement notre identité il y a un groupe de gentils, un groupe de méchants. Bien sûr, chaque groupe veut gagner. Et durant la nuit, c'est là que les crimes se passent, mais aussi que les pouvoirs sont révélés. Donc, il faut arriver à deviner, trouver les personnages méchants pour les enlever du jeu. Donc, en langage plus family friendly. Mmh. Donc, je vais quand même le compter. Je te redonne la Ouais. parole si c'est un autre jeu, puis je vais Ouais, présenter bah, mes autres. alors c'est vrai qu'il peut y avoir des croisements d'univers ludiques quand tu mentionnes, loup-garou parce que, il y a un mode Warcraft, pas Warcraft, Minecraft pardon, où, Hmm. les gens jouent sur Minecraft mais au loup-garou, quoi. Donc ils Oh, montent leur wow. personnage pendant un certain temps et après, voilà, il y a des rôles qui sont attribués aux personnes et donc ils jouent au loup-garou, en fait, à Minecraft. C'est Génial. c'est marrant, c'est ce croisement d'univers ludiques. Hmm. Après oui, bon, j'avais cité Mémoire 44 qui est intéressant sur le plan, bah, aussi parce qu'il y a eu de la recherche derrière ce jeu pour Hmm. recréer au plus fidèlement possible les batailles de la Seconde Guerre mondiale. Alors sinon dans les autres jeux, bah, je vais en citer plusieurs mais sans trop expliquer du coup comme ça. Moi j'adore les jeux d'enquête, tout ça donc les Unlock. Si on voit, bah, oui, Unlock, détective, voilà tous ces Ouais, types de jeux-là, détective. Hein. moi j'aime beaucoup, c'est les escape games, enfin voilà, je suis très pris par ce genre de jeu. Ensuite il y a un petit jeu qui s'appelle Profiler, que j'aime beaucoup aussi parce que donc Profiler c'est un petit plateau où il y a 6, mots dessus, enfin plutôt des personnalités ou des personnages et après il y a des indices, par exemple, mais complètement foireux, hein, donc cette personne, serait par exemple, je sais pas, très bon cuisinier ou très bonne cuisinière ou des choses comme ça et donc il faut essayer de doser sur une échelle de +5 à -5, pour essayer de faire deviner aux autres quel personnage en fait, Hmm. donc il y a et ça comme les indices sont complètement à la ramasse, ça peut être c'est très marrant, quoi et comme, voilà, pour rester un peu dans la thématique, Canada et tout, bah, je vais parler d'un jeu de Randolph, Oui. que j'aime beaucoup, qui est très simple, enfin simple, très très accessible, qui s'appelle, Link 2. Je me demande s'il s'appelle pas, simplement Link au Québec. Donc moi j'en ai un qui s'appelle, Cuisine, mais il y en a un Cuisine et un autre Voyage et en fait c'est 50 petites cartes et alors il y a donc il y a 5 niveaux de difficulté et en fait il y a toute une série d'indices qui est donnée pour, au fur et à mesure, éliminer les cartes et au moment donné, il ne reste plus qu'une carte en fait, qui est une Hmm. espèce de en fait donc on procède par élimination. Donc on va peut-être dire, voilà, je sais pas, un légume je sais pas, présent dans telle région, du monde et donc, beh, il y a une carte qui correspond à ce légume-là, donc il faudra, voilà, retourner la carte pour dire, bah, c'est pas cette Hmm. carte-là, quoi et donc au fur et à mesure, il faut procéder par élimination
pour en laisser plus qu'un et c'est très chouette donc ça repose évidemment sur de la culture au sens large, parce qu'il faut voilà, pour avoir des jouets, il faut un peu de connaissances en cuisine, par exemple pour Link to Cuisine. Mais là, il y en a un, c'est au voyage, donc pour les gens, voilà, pour un peu pour aborder la géographie, tu vois, les autres pays, l'ouverture. Donc c'est vrai que Ouais. moi je pense toujours en termes d'adaptation, donc c'est toujours un peu difficile maintenant dès que j'achète un jeu, je fais: «Ah ouais, je vais pouvoir l'adapter comme ça». Voilà, en tout cas fun, il peut se jouer à plusieurs aussi, ça, en grand groupe ou voilà, Mmh. donc c'est très, très chouette comme chez Randolph, ce petit jeu-là, donc Super, ça aussi. je connaissais pas, Ouais. donc c'est Oui, oui, je découvre, hein. je l'ai ici, comme ça je le montre en même temps. Oui, ben Heu, oui. ouais, ça c'est Ça qui est l'avantage d'avoir sa ludothèque GDR, quoi. c'est exactement ce que j'allais dire, tu me voles les mots. Donc hop, 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 Inky, Ah! Oui, d'accord, ouais, d'accord. Oui. Je pense que j'ai mmh déjà joué au final. Ça me dit de quoi? Mais bon. ouais, Ah oui, c'est ça, Link to exactement, Dragon Wish, ça s'écrit comme ça. ouais. Ben, dans la même lignée, tu sais, quand tu parles de jeu détective, il y a Chronicle of Crime. J'ai eu Mmh. un blanc de mémoire. Chronicle of Crime, qui est quand même qui est bien, qui est intéressant. Avec quand il y a l'achat des lunettes, c'est possible de jouer à plusieurs personnes parce que ça joue avec une application, dans le fond. Sans les lunettes, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut voir nécessairement l'application puis les indices, mais qui est très intéressant dans le style détective. Puis, de mon côté, un jeu que j'aime un style de jeu que j'aime beaucoup, on en a déjà parlé, mais c'est les jeux plus, comment je pourrais dire ça, créatifs ou qui mettent l'accent vraiment sur l'esthétisme visuel. Ça peut être quand même quelque chose d'intéressant à aborder parce qu'à travers les couleurs, les expressions symboliques, déjà, il y a un échange culturel et personnel qui peut être intéressant à faire, mais aussi travailler la gestion émotionnelle, par exemple, se passe bien à travers ça. C'est des jeux dans le style de Dixit, Mysterium, qui peuvent facilement s'adapter parce que ça se joue à travers des cartes avec des images et des symbolismes. Et là, on n'a pas besoin de nécessairement connaître un langage, on n'a pas besoin de se casser trop la tête, mais on y va avec la créativité. Puis ça, c'est souvent quelque chose qui est moins mis en valeur chez les adultes, par exemple, mais c'est un très beau Mmh. moyen de travailler, exemple, le travail d'équipe, la collaboration, le brainstorming, la créativité, à travers des jeux comme Dixit ou ou Mysterium. Dans le fond, l'élément central ici, c'est que on doit faire deviner, on va dire, aux autres joueurs, c'est quoi notre idée, notre concept, mais sans mettre de mots, sans communiquer. C'est à travers, dans le fond, des cartes avec des super belles images. Et là, il y a différentes représentations. Par exemple, je donne 2 cartes rouges. Là, on se dit: «OK, est-ce que c'est associé au rouge? Quel message est-ce que tu veux me faire communiquer?» Donc, il y a une communication limitée, qui peut rendre le jeu très intéressant, mais à travers l'aspect créatif, visuel. Donc, on doit vraiment se creuser les méninges pour retrouver c'est quoi les représentations symboliques dans ces cartes imagées. Donc, non seulement c'est des jeux qui sont très beaux visuellement, mais que c'est très intéressant à jouer autant avec des enfants qu'avec des adultes. Puis ça peut être une belle thématique sur les émotions, les couleurs, la créativité. Donc, quelque chose de très, très ludique et amusant. Là. Oui, 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 tu mentionnes Dixit, effectivement, donc c'est J'adore. utilisé par les psychologues, en fait, en entretien, quoi, pour Mm. justement le matériel qui est utilisé, donc c'est une forme aussi de détournement et le jeu a été, enfin, créé, si je dis pas de bêtises, par, un pédopsychiatre. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait ce côté-là aussi en fait, hein, donc c'est toujours intéressant de s'interroger sur qui a fait le jeu. Ouais, ouais. Déjà sur le plan, moi j'aime beaucoup m'interroger sur qui a fait le jeu parce que pour savoir quel message je voulais faire transmettre Tout à fait. et simplement, il faut un peu aussi valoriser le jeu comme quelque chose d'artistique et culturel, voilà, pour pas que ce soit trop mis, sur le banc, voilà, donc j'essaie de participer à ça aussi en disant: ouais, il y a le jeu, OK, il y a l'édition, mais derrière, il y a quand même, un auteur, une autrice de jeu et des illustrateurs, des illustratrices, donc qui font du super boulot et donc c'est toujours, voilà, faut pas les oublier
et Effectivement, ouais. je pense, Mmh. c'est super que tu le nommes. Puis tu vois, je le savais même pas que Mmh. c'était tu pas dit un psychiatre, Pédopsychiatre, ouais. un pédopsychiatre qui a Bien, créé le jeu, donc mmh. là, je vois le lien. Oui, oui, bah, oui, voilà et alors pour rester un peu dans cette même thématique, il y a hop, il y a un jeu très, très chouette qui s'appelle Ah Feelings, ouais, ouais, ouais. qui est pas une maison d'édition belge en plus, c'est Acting Games. Donc c'est très chouette pour les gens qui ne connaissent pas. Ça permet de discuter, beh, justement d'empathie. Pour travailler l'empathie, c'est génial parce que donc on c'est des situations qui sont posées et les gens doivent, répondre en fonction donc il y a des cartes émotions et ils doivent entre guillemets «voter» pour leur émotion. Les autres doivent essayer de deviner quelles émotions ils ont ressenties par rapport à telle situation. Donc on peut soit se baser sur les situations créées dans le jeu, soit en fait l'adapter et créer les propres situations. Donc si je dis Mmh. pas de bêtises, à la base, il a été créé pour parler surtout de harcèlement à l'école, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc ça, c'est aussi en termes d'adaptation, voilà, il y a un côté fun parce que on peut parler de situations hyper marrantes et Ouais. après parler de temps en temps un peu de situations un chouïa plus sérieuses et donc ouais, Feelings d'Acting Games, je recommande aussi. Donc ça, pour rester dans les auteurs-illustrateurs, donc c'est Vincent Bidot et Jean-Louis Roubira. Qui est Jean-Louis Roubira? L'auteur de Dixit. Donc voilà et donc Ah! et illustré par Oli Menger et Mike Kane donc comme ça le monde du petit jeu évidemment. Ben oui, j'en apprends des choses. Je connaissais Ouais, ouais. les jeux, mais je savais pas tout cet envers-là Oui, mais du c'est décor. intéressant donc ouais, je vais après je te passe la parole promis. C'est juste par exemple, il y a un exemple qui m'a aussi beaucoup frappé, il y a un jeu qui s'appelle Bruxelles, 1893 et 97 ou 93 ou 97 pour les autres et donc c'est un auteur belge, mais qui a voulu faire ça parce qu'il est très intéressé par, l'architecture, et l'art nouveau. Et en Mmh. fait, moi, quand je vois ce jeu, de base, bah, je me dis: «La thématique ne me plaît pas forcément», parce que l'architecture, c'est pas mmh, mais le fait de l'avoir rencontré et qu'il explique toutes ces démarches que moi, voilà, en tant qu'auteur, je voulais faire découvrir un peu de manière ludique l'art nouveau, bah, du coup, le jeu, je trouve, gagne une dimension. Donc c'est Étienne Esperman qui, Mmh. voilà, qui nous fait du coup faire rentrer dans son univers vraiment de découverte, quoi. Et donc c'est toujours ça Mmh. intéressant, voilà, pour justifier Effectivement. pourquoi s'intéresser aux auteurs de jeux, voilà, toujours Ah, chouette. 100% d'accord avec toi. Puis je pense, et ça pourrait être une idée intéressante, mais je pense qu'on pourrait faire une conférence ou une discussion 100% axée là-dessus. Mmh, L'importance de donner, mmh, ouais, l'importance de vraiment le processus de création des créateurs de mmh, jeux, leur accorder leur importance, comprendre le pourquoi, le comment ils ont créé les jeux. mmh, Personnellement, j'adore faire des entrevues avec les mmh, créateurs de jeux, justement pour découvrir tout cet aspect-là. Puis on voit que des fois que c'est très développé, puis c'est intéressant, que la majorité veulent partager une passion architecture, passion pour les émotions, passion peu importe. Donc ça, c'est intéressant cet aspect-là. mmh, Euh, Peut-être qu'on peut voir s'il y a des gens dans ceux qui nous écoutent et qui peuvent nous écrire, qui ont des questions. Donc, si j'avais des questions, ben, c'est le bon moment, soit un aspect plus technique, un aspect mmh, plus un jeu en particulier que vous voulez nous parler, nous présenter. On va prendre quelques minutes pour faire ça. Puis, je lance comme ça. Puis en attendant, je vais présenter un dernier jeu. Je l'avais déjà présenté, mais je l'ai à côté de moi. Et voilà. Euh, je l'avais déjà présenté, j'ai déjà ouais, parlé, mais je l'aime bien. C'est Impro Social de la compagnie Placotte. Puis, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, parce que tu parlais de feeling, ça m'a fait penser, c'est que, ben, effectivement, c'est un jeu pour travailler les émotions, impro social, donc on improvise un peu. On va personnifier, dans le fond, différentes réactions qu'on peut avoir à des situations difficiles. Je peux réagir comme un enfant, je peux réagir en étant neutre émotionnellement, je peux réagir en colère en criant, je peux réagir de la meilleure manière possible. Puis comme ça, en jouant, donc là, il faut que l'animateur rentre dans le jeu aussi. Là. Donc, il faut que quand il doit jouer le bébé, il faut qu'il fasse le bébé. Donc, il faut mmh, quand même
enlever la barrière de la gêne, mais en étant dans cette forme-là d'improvisation sociale, de jeu, ben ça permet aux jeunes d'expérimenter différentes situations. Puis il y a une petite réflexion qui se fait. Ah oui, je pourrais agir de telle manière, mais c'est peut-être pas la meilleure, là. Comment je pourrais réagir différemment? Ah oui, je pourrais réagir en disant telle chose. Là, c'est plus des enfants, là, bien sûr. Là, ça se joue pas tant avec des adultes, là, mais Mmh. avec des enfants, ça se travaille très, très bien. Puis il y a une belle prise de conscience qui se fait. Puis ça peut se jouer en groupe aussi parce que Mmh. il n'y a pas de jugement de dire ah, c'est pas comme ça que j'aurais réagi ou ah, t'es pas bon ou autre. Parce que c'est le hasard qui te fait réagir. Puis après ça, en groupe, on peut dire OK, mais comment est-ce qu'on pourrait réagir différemment à telle situation? Puis là, les enfants peuvent lever la main et dire ah, moi, je ferais ça, moi, je ferais ça. Puis là, l'objectif ici, c'est un partage justement d'expériences, de connaissances. Oui, avec Placote, oui, ils font beaucoup de chouettes jeux, comme ça, où ils apportent le sérieux ludique vraiment, où il y a voilà, ça, en termes de jeux pédagogiques, c'est Mm. vraiment, voilà, bien travaillé. Donc ça, c'est assez rare pour quand même le mentionner. Et c'est vrai que moi, il y en a un que j'aime sympa, bon, c'est le côté panda, hein, donc je vais parce que oui, donc on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'à côté du côté très sérieux de tout ce que je fais, il y a un côté un peu plus décontracté, où je fais une émission tous les mardis soirs, avec mon compère, Macmillan, où on parle, de jeux, en fait, voilà. On prend des thématiques et on présente différents jeux comme ça pour, cultiver justement la culture, ludique un peu pour que justement les gens se renseignent sur les différents jeux qui existent et mon pseudo, c'est Full Panda. D'où le panda qu'il y a derrière. Et donc des fois, j'ai répondu aussi dans les chats, ici, Full Panda. Oui, c'est ça. Et alors j'en parle de ça parce que, un jeu de placotte s'appelle, c'est Zenda, Maître du stress. Donc Zenda, c'est un panda. Ah! Et Maître du C'est stress, pas parce que avec voilà, lui. il y a un petit plateau de jeu effectivement qui en fait, qui permet du coup d'aborder, ce qu'est le stress et l'anxiété. Donc Nice. moi aussi, je suis un peu sensibilisé très fortement à cette problématique-là, de santé mentale avec l'anxiété et la dépression. Mmh. Voilà, que j'essaye un peu de, pas dire vulgariser, mais démocratiser un peu le dialogue par rapport à la santé mentale, de lutter contre la stigmatisation de la santé mentale. Et donc, voilà, ça passe par le dialogue, la parole, et donc essayer de parler d'anxiété, dépression, d'amener les gens à mettre des mots sur leurs sentiments. Je crois que c'est pas toi qui vas me dire, le contraire, mais c'est important. Et donc, voilà, donc ce petit jeu-là le permet, voilà, assez, Ah! assez tôt. Donc, parler de stress et d'anxiété, donc c'est conçu pour les enfants de 7 à 14 ans. Mais, pour moi, voilà, on peut par exemple l'adapter à une version un peu plus adulte. Mais, en tout Ouais, cas, voilà, je pense que ça fait partie des génial. jeux intéressants à exploiter. Zenda, maître du stress et Ouais. avec le panda. OK, je ne connaissais pas celle-là. Mmh. Donc à découvrir. Ah, c'est génial. Donc, Jacques, il n'y a pas nécessairement de questions. Si jamais vous avez des questions et que vous ne pouvez pas nous écrire dans le chat Twitch, ben, c'est sûr que je vous invite à nous contacter en privé. Pour Quentin, comme j'ai mentionné, ben, il y a la page Facebook de Udo Social, il y a son site Internet et sa chaîne YouTube que je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Mmh. De mon côté, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Ludipsy. J'ai également mon blog Wix Ludipsy et ma chaîne YouTube sur laquelle la vidéo va être en rediffusion si vous avez manqué un bout de notre magnifique discussion. Mmh. Euh, Prochainement, on va aussi faire un autre épisode de MetaPlayer. Donc, MetaPlayer, c'est qu'on choisit une thématique de jeu. Par exemple, on en a fait sur les jeux de cartes, sur les jeux à identité cachée, les escape rooms. Et on présente qu'est-ce que c'est que le concept de jeu, on analyse différents jeux, on vous suggère différents jeux à essayer en lien avec la thématique. Donc, c'est des discussions très intéressantes, enrichissantes, si vous voulez voir comment, encore une fois, adapter ou utiliser certains jeux dans l'intervention sociale ou individuelle. Donc, on se sert de notre expertise et nos connaissances pour vous partager de l'information, mais on adore ça aussi quand vous interagissez par la suite et que vous nous posez des questions. Donc, c'était cette petite présentation sur l'adaptation des jeux de société
pour l'animation de groupe, les bibliothèques, les organismes, j'étais et je suis accompagnée de Quentin Daspremont, alias Ludo Social, comme j'ai mentionné, qui a plusieurs ressources et médias sur lesquels vous pouvez le contacter. C'était animé par l'équipe de jeux.ca pour le festival Montréal Joue et ça me fait plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, je vais te laisser dire un petit mot de la fin de ton côté avant de clore. Voilà, encore un grand merci. J'espère en tout cas que ça a intéressé les gens qui nous ont regardés. Ouais, parce que évidemment, le format comme ça à distance est toujours un peu particulier maintenant, mais voilà, en tout cas, l'avantage, c'est que voilà, d'être en Belgique, je peux le faire, ce qui Mhm. serait pas possible toujours. Donc voilà, j'espère vraiment que les gens ressortent de là en ayant appris quelque chose et qu'ils ne se sont pas ennuyés. C'est toujours la peur par rapport à des gens qui ont l'esprit ludique, c'est l'ennui. Parce que je le dis, voilà, Aristote a disait que le jeu est le contraire du sérieux. Freud disait que c'est le contraire de l'arrêté. Moi, je dis que c'est le contraire de l'ennui. Ah. Donc, je veux terminer comme ça. C'est une magnifique phrase. Euh, mais donc, voilà, jouer, c'est tout ce que je peux vous dire. Et en tout cas, un grand merci. Et, n'hésitez pas, voilà, à me contacter ou quoi si vous avez des questions pour le futur. Et voilà. Donc, grand Super. merci. Passez un bon dimanche et je serai là à regarder la prochaine intervention dont tu vas nous Oui, parler. exactement. J'allais oublier. Merci de rappeler. Ben justement, parce que ce n'est pas fini, Montréal joue. Dans Montréal joue, on est en feu. On vous a présenté une programmation continue jusqu'au dimanche 7 mars, donc dimanche prochain. Et ce qui suit à 14 heures, c'est le deuxième épisode de la série de conférences Ludiquement sérieux. Donc, ludiquement sérieux, qu'est-ce que c'est? C'est des conférences avec des chercheurs, professeurs, designers, etc., des professionnels en fait du jeu qui discutent de différentes thématiques sur l'éthique du jeu et le jeu sérieux. Donc, à 14 heures, il y a Margot Blanchard, qui est designer chez Trip Boris et qui est justement, je pense, oui, dans le chat, qui va aborder l'expérience d'utilisateur, le UX qu'on appelle, et le design du jeu, justement, dans le contexte d'éthique de jeu et de jeux vidéo. Donc, avec ces deux invités spéciaux, Gwendoline Garand et Pascal Nataf. Donc, ça va être très intéressant à 14 heures. Restez, en fait, ou allez prendre un café et revenez à 14 heures sur la chaîne Twitch de jeux.ca. Donc, je vais être là comme modératrice pour vous chatter et vous parler dans le chat si vous avez des questions. Donc, ça va être très, très intéressant. Ne manquez pas ça. Donc, sur ça, je souhaitais quand même de prendre une bonne petite pause, aller dehors, aller faire un petit tour, puis revenir à 14 heures. Et je souhaite de passer une belle journée, bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Donc, bye bye, à la prochaine. Ciao, ciao.